Bonjour chers étudiants, nous allons dans ce cours entamer le deuxième chapitre de la deuxième partie consacrée à la responsabilité administrative. Après avoir analysé dans une première partie le recours pour excès de pouvoir, il s'agit pour nous maintenant de voir ce recours de pleine juridiction, à savoir la responsabilité administrative. Alors, l'activité de l'administration, comme toute activité, peut être génératrice de dommages, d'autant plus fréquents et lourds qu'il met en œuvre des moyens puissants. Les victimes peuvent-elles obtenir que ces dommages soient réparés et à quelles conditions? C'est la responsabilité administrative de l'administration qui diffère de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. La théorie de la responsabilité présente une extrême importance pratique et théorique. La possibilité pour les administrés d'obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique est une pièce essentielle de l'état de droit. Par-delà sa valeur pratique, toute théorie de la responsabilité reflète une certaine forme de civilisation. Alors, on va parler de quelques considérations générales sur l'évolution du droit de la responsabilité de la puissance publique. Alors, la situation ou la solution initiale, c'était le principe de l'irresponsabilité de l'État. Pendant longtemps, le rôle de l'État était limité dans la vie sociale. C'était l'époque de l'État gendarme. Il se devait de maintenir l'ordre public, d'entretenir la voirie, de réaliser certains travaux publics. Ce faible rôle social de l'État limitait ses rapports avec les particuliers. Est-il possible d'appliquer à l'administration le principe général d'après lequel celui qui cause injustement dommage à autrui est tenu de le réparer? La réponse fut d'abord négative. Les responsabilités de la puissance publique apparaissaient dans la première moitié du XIXe siècle comme un corollaire de la souveraineté. Le souverain ou le roi ne peut mal faire. Cette solution, très rigoureuse pour les particuliers, était acceptable en pratique, dans la mesure où l'État libéral limitant étroitement ses activités, avait relativement peu d'occasions de causer des dommages. Donc on va abandonner ce principe de l'irresponsabilité à partir de la fin des années du 19e siècle. Alors, l'abandon du principe de l'irresponsabilité. L'admission de la responsabilité de l'État a été reconnue d'abord, en dehors même des cas où un texte précis l'a consacré, pour les actes dits de gestion, qui ne mettaient pas en jeu la souveraineté de l'État. Il fut admis en principe par le célèbre arrêt Blanco rendu par le tribunal du conflit le 8 février 1873. Des raisons pratiques évidentes condamnaient le maintien de l'irresponsabilité. L'ampleur des dommages dus à l'administration, croissant avec le développement de son action et de la puissance de ses moyens, faisait de leur réparation une nécessité sociale. L'activité de l'État se transforme et s'accroît. Si les risques de dommages étaient antérieurement réduits, ils se développent avec l'interventionnisme croissant des personnes publiques. Du point de vue théorique, un grand nombre d'auteurs voient dans la responsabilité de la puissance publique une conséquence nécessaire du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. L'action administrative s'exerce dans l'intérêt de tous. Si les dommages qui résultent pour quelques-uns n'étaient pas réparés, ils seraient sacrifiés à la collectivité sans que rien puisse justifier pareille discrimination. L'indemnisation, en fait, rétablit l'équilibre rompu à leur détriment. Quel est le titulaire de cette responsabilité et qu'en est-il de son régime? Alors, l'obligation de réparer les dommages causés par l'action administrative étant acquise, à qui va-t-elle incomber? La question se pose du fait que les personnes publiques, personnes morales, n'agissent jamais que par l'intermédiaire de personnes physiques. Ce sont leurs agents qui sont concrètement les auteurs des dommages imputables à l'action administrative. On peut donc hésiter entre deux solutions. L'une met à la charge des agents, c'est-à-dire les auteurs véritables du dommage,
l'obligation de les réparer sur leur patrimoine personnel. C'est la solution donnée par le droit anglo-saxon, jusqu'à une date récente. C'est-à-dire, possibilité de poursuivre directement le fonctionnaire. L'autre solution fait remonter la responsabilité à la personne publique, pour le compte de laquelle l'agent a agi. Le droit positif consacre l'existence d'une responsabilité personnelle de l'agent pour ses fautes personnelles, d'une responsabilité de la personne publique en dehors de ce cas. Voilà, donc, après avoir donné ces différentes précisions, il s'agit maintenant de voir les cas de responsabilité, les différents cas de responsabilité. La responsabilité administrative peut posséder un double fondement. Elle peut être engagée sur le fondement de la faute. Elle peut aussi être engagée, il s'agit de son aspect le plus original, en l'absence de faute. La responsabilité de la puissance publique est normalement liée à la faute. Exceptionnellement, elle peut exister en l'absence de faute. Mais la faute administrative ou faute de service présente par rapport à la faute civile des caractères originaux. Quant à la responsabilité sans faute, tout en demeurant subsidiaire, elle est beaucoup plus développée qu'en droit privé et ne se fonde pas exclusivement sur le risque créé. Le système de responsabilité repose sur un double mécanisme. Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute. Commençons tout d'abord par la responsabilité sans faute. Pour faute. Pardon. La responsabilité pour faute. La faute de service est une défaillance dans le fonctionnement anormal du service, incombant à un ou plusieurs agents de l'administration, mais non imputable à eux personnellement. La faute n'est absolument pas admissible, assimilable à la notion courante de faute. Il ne présente aucun caractère moral ou subjectif. Il s'agit d'une faute objective qui s'apprécie par rapport à ce qu'implique le fonctionnement normal du service. Alors, la qualification de la faute. La faute de service est une défaillance dans le fonctionnement normal du service. De tout service, on est fondé à attendre un certain niveau moyen, variable d'ailleurs selon sa mission et selon les circonstances. La faute apparaît au-dessous de ce moyen. La faute incombe aux agents du service. Donc la faute incombe aux agents du service. Les personnes physiques seules peuvent commettre des fautes. Les actes fautifs de l'administration sont nécessairement le fait de ces agents. La responsabilité pour faute de service est donc une responsabilité du fait de l'homme. La faute de service n'est pas imputable aux agents personnellement. C'est la distinction capitale de la faute de service et de la faute personnelle. Dans la faute de service, la personne de l'agent n'est pas prise en considération. Il n'en est responsable ni vis-à-vis de la victime, ni vis-à-vis de l'administration. La responsabilité remonte directement à la personne publique dont relève l'agent. La personne est étrangère au débat juridique devant le tribunal. Le caractère concret de la faute de service. Le juge, pour l'apprécier, ne se réfère pas à une norme abstraite. Pour décider dans chaque espèce s'il y a faute ou non, il se demande ce qu'on était, dans ce cas, en droit d'attendre du service, compte tenu de la difficulté plus ou moins grande de sa mission, des circonstances de temps, période paisible ou moment de crise, de lieu, des ressources dont disposer le service en personne, en personnel et en matériel, etc. Il en résulte que la notion de faute de service a un caractère relatif. Le même fait pouvant, selon les circonstances, être réputé fautif ou non fautif. La faute de service est une notion autonome et ne se lie pas nécessairement aux divers caractères juridiques qui définissent l'acte à d'autres points de vue. La faute de service est une notion extensive. À côté de la faute positive, de l'acte accompli à tort, le Conseil d'État en France a admis comme faute de service de faute d'omission résultant de ce que l'administrateur n'a pas agi alors qu'il aurait dû le faire,
Puis le simple retard. Le service a fonctionné de façon correcte, mais tardive. La faute de service comporte des degrés. Selon le Conseil d'État, il a longtemps distingué les fautes simples, les fautes lourdes, les fautes manifestes et d'une exceptionnelle gravité. Les deux dernières se sont résorbées dans la faute lourde, sous cette forme. La distinction reste importante. En vue de l'exclusion par l'arrêt Blanco d'une responsabilité générale et absolue, toute faute de service n'emporte pas l'obligation de réparer. Certains services que le juge estime particulièrement difficiles et d'importance primordiale ne répondent que de leur faute lourde. À qui incombe la preuve de la faute? Il incombe en principe à la victime, conformément au droit commun. Mais la jurisprudence a établi, dans certaines matières, des présomptions de faute qui renversent la charge de la preuve. L'administration, pour s'exonérer, doit prouver soit la force majeure, soit la faute de la victime ou d'un tiers. Étant donné que la victime se trouve dans une situation défavorable par rapport à l'administration, pas d'accès au dossier de l'administration, ne peut pas interroger les agents, etc., l'intervention du juge pour corriger les conséquences de cette inégalité s'avère capitale. La Cour suprême au Maroc a consacré le principe de liberté des modes de preuve par tous les moyens. L'usage de la procédure civile, en ce qui concerne le référé, l'expertise, l'enquête, etc., et le renversement de la charge de la preuve. Passons maintenant à la deuxième partie ou deuxième catégorie de faute de responsabilité, à savoir la responsabilité sans faute. Cette responsabilité constitue en droit administratif comme en droit privé une théorie subsidiaire. Mais la jurisprudence en étend de plus en plus largement les applications et le législateur, dans de nombreux domaines, instaure des systèmes de responsabilité administrative en dehors de la faute. De plus, alors qu'en droit civil, la responsabilité sans faute se résume dans la seule théorie du risque, le droit administratif englobe, dans sa théorie de la responsabilité sans faute, deux principes distincts. La création d'un risque, la rupture de l'égalité de tous devant les charges publiques. Commençons tout d'abord par le premier volet, la responsabilité pour risque. L'administration, dans l'exercice de sa mission, a exposé certaines personnes à un risque particulier. Le risque se réalise sans faute de sa part. Le juge lui impose, dans certaines hypothèses, l'obligation d'indemniser. Le fait générateur consiste dans la réalisation du risque volontairement créé. La jurisprudence fait application de ce principe dans les cas suivants. Accident du travail subi par les agents de l'administration, dommages causés par les choses dangereuses, dommages causés par les activités ou les techniques dangereuses. Alors, qu'en est-il de la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques? On ne peut expliquer par l'idée du risque un certain nombre de cas de responsabilité sans faute. En matière de travaux publics, le dommage permanent résultant du voisinage d'un ouvrage public non dangereux, par exemple, la dépréciation d'un immeuble du fait de la construction d'une autoroute à proximité, ouvre droit à réparation lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires de voisinage. L'inexécution des décisions de justice. Le particulier, en faveur duquel un jugement a été rendu par un tribunal judiciaire, a le droit d'obtenir le concours de la force publique pour contraindre l'autre partie à s'exécuter. Il peut se heurter à un refus de l'administration, qui n'est pas considéré comme fautif, si l'exécution risque d'entraîner des désordres graves. Le Conseil d'État, en France, lui accorde, dans ce cas, réparation du préjudice résultant de l'inexécution. Les mesures d'ordre économique et social imposées à une entreprise privée dans l'intérêt général. À titre d'exemple, l'inspection du travail qui refusait à une entreprise l'autorisation de licencier une partie de son personnel pour éviter des troubles sociaux. La réparation peut être due même si la mesure est imposée par le législateur. On a aussi le refus par l'administration d'engager une action en démolition d'un immeuble construit en méconnaissance des règles de l'urbanisme.
Le refus a été jugé légal, mais il en résulte pour le propriétaire voisin un préjudice spécial et anormal. Dans toutes ces hypothèses, on est en présence d'une erreur non fautive, mais exceptionnelle qui inflige un particulier, dans l'intérêt général, un préjudice anormal. Le fondement de la responsabilité réside dans l'atteinte à l'égalité de tous devant les charges publiques. Il serait injuste qu'un seul file les frais d'une décision prise dans l'intérêt commun. Ce principe est considéré par de nombreux auteurs comme la justification de toutes les hypothèses de responsabilité. Voilà, donc on arrive au terme de ce cours qui a été consacré et réservé à la responsabilité administrative. Nous allons, dans un dernier cours, parler de la question de l'indemnisation ou la réparation du dommage causé dans le cadre d'une responsabilité administrative. Donc voilà, on arrive au terme de ce cours, de cet enregistrement. Je vous demande d'être au rendez-vous donc dans le prochain cours. Et bonne continuation. Au revoir.